Nous sommes maintenant avec M. Alain Préfontaine, responsable du programme d'astronomie au domaine Saint-Bernard. Ça va bien aujourd'hui, monsieur? Oui, ça va très bien, et vous? Fantastique. Ça va très bien parce que vous êtes parmi nous et je vais pouvoir vous poser tout plein de questions. La première que je vais vous poser, c'est le télescope que vous avez au domaine Saint-Bernard. Oui. Est-ce qu'il voit aussi loin que Hubble? Pas tout à fait. Pas tout à fait aussi loin que Hubble? Malheureusement, il y a quelques centaines de millions de dollars de différence entre le prix du nôtre et de Hubble. Mais pour des télescopes accessibles au public au Québec, c'est le deuxième plus gros. Donc, il n'y a que le Mont Mégantic qui a un télescope plus gros que nous. OK, parce que grosseur veut nécessairement dire voir plus loin. Oui, okay. Pas plus loin. C'est que la grosseur va nous permettre d'aller chercher des objets moins lumineux. L'atmosphère terrestre va rendre difficile de trop grossir. Donc, ce qu'on cherche plutôt, c'est de voir des objets qui sont très peu lumineux. Puis un gros miroir nous permet d'aller chercher plus de lumière puis de la concentrer dans les objets les moins lumineux, j'imagine que c'est des planètes. Parce qu'une étoile, par définition, c'est lumineux. C'est de la lumière. Les planètes sont lumineuses, mais quand on commence à parler de nébuleuses, de galaxies lointaines, là, on parle vraiment des objets qui ont à peu près très peu de lumière qui se rendent à nous. Donc, un petit télescope ne permet même pas de les voir. C'est ça, c'est cette petite précision-là qui est importante. C'est pas qu'il y a très peu de lumière, c'est qu'il y a très peu de lumière qui se rend à nous. Vous avez raison. C'est vraiment la distance. Est-ce que la lumière, ça se perd? Non, mais ça se perd pas, c'est juste qu'elle vient dans la mauvaise direction. Un objet qui émet de la lumière l'émet dans toutes les directions. Ça, donc, nous, plus on est loin, l'angle est beaucoup plus petit. Donc, il y a une plus petite partie de la lumière qui sera en nous. Puis nous, on regarde des galaxies qui sont quand même à plusieurs millions d'années-lumière de distance. Oui. Donc, on regarde le passé, on regarde c'est ça qui est super intéressant, puis je vais rentrer là-dedans plus tard. Mais l'objet le plus lointain qu'on a été en mesure d'observer avec ce télescope-là, est-ce que ça a un nom ou est-ce que c'est juste la tâche dans cette map-là quelque part? Non, tous ces objets-là ont des numéros la plupart du temps, ils n'ont pas tous des noms. Ceux qui sont plus proches et plus gros font partie de catalogues où on va les nommer, la nébuleuse du tourbillon, la nébuleuse d'Orion, etc. Mais il y a des galaxies qui sont tellement loin qui ont été répertoriées par des télescopes automatisés en atmosphère terrestre, en orbite. Eux, ça va être des numéros, ça va être IC 491 ou c'est moins romantique, disons. Le romantique, c'est moi parce que je pense que tout le monde. Est-ce que n'importe qui est en mesure. Si, par exemple, moi, j'observe quelque chose qui n'a jamais été observé, c'est moi qui vais le nommer ou c'est moi qui aurais le droit de le nommer? Oui, mais la chance que vous trouviez quelque chose qui n'a pas été vu est minime. Pourquoi? Parce qu'il y a des littéralement une infinité de trucs dans l'univers où il y a nécessairement des choses que personne n'a vues. Mais les choses proches, les choses visibles avec un petit télescope, à 99,999% ont été déjà répertoriées. D'accord. Donc, tout le monde, en allant au domaine Saint-Bernard, a accès à ce télescope-là. Oui. Et ça prend une réservation. C'est des soirées, vous me dites que ce sont des soirées d'astronomie qui sont organisées par le domaine Saint-Bernard. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Alors, le vendredi soir, on fait une présentation en anglais. Le samedi soir, une présentation en français. Et ça se produit dans la première partie de la soirée dans un planétarium. Donc, c'est un dôme. Il y a de la place pour 22 personnes. C'est assez restreint. Donc, il faut réserver à l'avance. Il faut aller sur le site Internet du domaine Saint-Bernard, domaine-saint-bernard.org. On fait notre réservation. Alors, la première heure de la soirée est passée dans le planétarium. C'est Astronomie 101, on pourrait dire. On explique le mouvement des étoiles, le mouvement des planètes. On va visiter la galaxie, puis on va aller plus loin. Que tout tourne autour de la Terre. Exact. Oui. Ce qu'on pensait il y a pas si longtemps, en effet. Mais pas si longtemps? Oui, ça fait quelques centaines d'années seulement qu'on sait. À l'échelle... à l'échelle astronomique, quelques centaines d'années, c'est un clin d'œil. Et puis, une fois cette présentation-là terminée, on va à l'observatoire, on ouvre le toit et on part le gros télescope de 400 mm et on observe les étoiles, les objets, les planètes visibles ce soir-là. Parce que tout au long de l'année, la Terre, comme elle fait le tour du Soleil, chaque soir, ce qu'on voit, c'est différent. Donc, là, au mois de décembre, on voit dans cette direction. Bien, au mois de mars, on va voir dans l'autre direction. Donc, les objets qui sont là, on ne les verra pas. On va voir d'autres choses. Donc, à toutes les saisons, les gens peuvent venir au domaine et voir un ciel différent. Donc, il y a des constellations qui ne sont pas visibles à certaines périodes de l'année? Exact, tout à fait. Ils seraient visibles le jour s'il n'y avait pas d'atmosphère, parce qu'ils sont proches du Soleil, donc on ne les voit pas. Donc, il faut attendre quelques mois pour que la Terre se déplace. Puis là, on va voir ces constellations-là. Donc, si on parle du zodiaque, entre autres, là, il y a 7, 8 ou 9 constellations du zodiaque visibles à chaque nuit
Au début de la nuit, on en voit quelques-unes. Pardonnez mon ignorance, le zodiaque, ça, c'est Cancer, Taureau, oui, c'est ça, exactement. Ça a été nommé par rapport à certaines constellations qui sont sur l'équivalent de l'équateur de la Terre projeté dans l'espace. Et puis, ils ne sont pas toutes visibles à tous les jours parce qu'il y en a qui sont du côté du Soleil. Donc, très honnêtement aussi, même quand elles sont visibles, elles sont plus ou moins visibles dans le sens où ces formations d'étoiles-là, ça ne fait pas vraiment les dessins qui disent que ça fait. Là. Exactement. Il faut l'imaginer fort. C'est ça. On monte à l'Antiquité, on parle de les Grecs et même avant eux, les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Chinois. Plusieurs de ces constellations-là, quand on me dit ça c'est un lion, ça c'est un lynx, c'est pas évident. Là. Cependant, dans l'Antiquité, comme ça, le papier n'existait pas. Il y avait peu de moyens de communiquer la connaissance. Donc, on inventait ces figures-là qu'on pouvait décrire et par la parole passer la connaissance d'une génération à l'autre. Donc, vous dites au tout début de la création, pas de la création, pas de la découverte, mais de l'identification de ces constellations-là, l'information était transmise de bouche à oreille. Donc, il y a sûrement quelques informations qui se sont peut-être perdues. Et ça a peut-être fait en sorte que, pas que les constellations se sont déplacées, mais qu'une étoile est devenue une autre. Oui. Puis, oui. Vous voyez ce que et dans différents pays, la communication entre les pays n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, si on va dans la mythologie chinoise, les objets ne sont pas tout à fait les mêmes que les Grecs. Et même les Amérindiens ici du Canada, ils ont des constellations qui sont différentes de celles qu'utilisaient les Européens et les Asiatiques. En janvier, est-ce que le thème des soirées, c'est les météorites ou les astéroïdes, les objets célestes qui ont fait impact avec la Terre? En janvier. Ça, à chaque mois, le thème change. Et ce mois-ci, on parle d'astéroïdes qui ont ou qui peuvent faire impact avec la Terre. Et donc, on va expliquer un petit peu c'est quoi. On va expliquer qu'il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Vous m'avez corrigé. C'est quoi la différence entre une météorite et un astéroïde? Météorite, habituellement, c'est plus petit. Un astéroïde, c'est plus gros. Et puis, on va parler, par exemple, de celle qui a créé le lac Manicouagan dans le nord du Québec. C'est un lac qui fait 100 km de diamètre. Cet objet-là était énorme. Ça fait 200 millions d'années à peu près. Et on pense qu'il y aurait eu une extinction de tout type de vie sur la Terre à ce moment-là. Pardon? Oui, une extinction complète. Les dinosaures, on se demande tout le temps où sont allés les dinosaures. La péninsule du Yucatan, alors, c'est ça. C'est un objet qui a frappé la péninsule du Yucatan, qui a envoyé des milliards et des milliards de tonnes de poussière, de fumée. Caché le soleil. Exact. Le soleil a été caché. Pendant, on estime peut-être jusqu'à 100 ans et plus, où il n'y a pas eu de lumière du soleil qui pouvait venir faire pousser les plantes. Donc, tous les animaux, ou presque, en sont morts. Les seuls qui ont survécu, c'est ceux qui étaient sous terre. Les petits rongeurs, etc. Les crocodiles. Les crocodiles étaient là dans le temps des dinosaures, right? Oui. Alors, sous l'eau, oui, probablement qu'il y avait des endroits où la nourriture est encore disponible. Donc, on en parle et on va surtout parler du fait que, pour la première fois, l'an passé, en 2022, l'Agence spatiale américaine, la NASA, a développé une technologie pour éviter à l'avenir qu'un astéroïde comme ça puisse venir frapper la Terre. Ils ont fait un test de ça en fin 2023, exact. En septembre 2022, on a pris, c'est un objet qui pesait la grosseur d'un réfrigérateur, 500 kg à peu près, et on a frappé un astéroïde à une vitesse de 20 ou 30 000 km/h, et on a mesuré de combien on a changé sa vitesse orbitale, de façon à savoir si on le détectait une année ou 2 années avant qu'il vienne sur la Terre, est-ce qu'on pourrait le dévier de façon à ce qu'il passe à côté plutôt que... Ça a fonctionné, les tests ont été conclusifs, right? Plus que concluants, ils espéraient, ils ont fait peut-être 2 à 3 fois mieux que ce qu'ils espéraient faire. Oui, c'était impressionnant, on l'a vu, c'était visible sur l'Internet. C'est ça qui est pas difficile d'imaginer, mais c'est difficile de concevoir ces forces et ces vecteurs-là, dans le sens où vous dites que c'est un objet gros comme un réfrigérateur. Un réfrigérateur, ça fait quoi? 7 pieds de haut? 6 pieds et demi de haut? Par 2, 3, 4 pieds de large et de profondeur. Donc, c'est tout petit comparativement à un astéroïde qui, comme vous le dites, pourrait faire 1 km de diamètre. Celui-ci, comme c'était un test, était un peu plus petit. Il faisait entre 150 et 170 mètres de diamètre. De roche pure. Oui, c'est de la roche. C'est difficile de concevoir justement comment ce petit objet-là peut faire dévier suffisamment un objet qui est littéralement gros comme un édifice. Plein, dense, fort. Mais donc, c'est la clé, j'imagine. C'est la vitesse. C'est le 20 000 km. 20 000 km/h que vous avez dit? Entre 20 et 30. Puis, c'est sur des grandes distances comme ça, sur
disons, 20 000 km, ben, un astéroïde ne s'approchera jamais à 20 km de la Terre, c'est des distances beaucoup plus grandes, mais à ces grandes distances-là, une fraction d'un angle, c'est suffisant pour changer. Oui, c'est ça. Donc, 1/1000 de degré de déviation dans une direction va faire qu'il va passer à côté plutôt que de frapper la Terre. Puis, corrigez-moi si j'ai tort, est-ce que c'était une Canadienne qui pilotait ça? Tout à fait. Est-ce qu'on dit piloter? Qui était au volant? Qui a développé le logiciel parce que l'appareil se pilotait lui-même. Il était trop loin de la Terre pour qu'on puisse instantanément contrôler ses réactions. Donc, il devait avoir un programme intelligent. Et il y avait un petit télescope qui regardait l'objet à viser et il faisait ses propres corrections. Et c'est une Canadienne qui était en charge de l'équipe qui a fait tout le développement du logiciel de contrôle. Ah oui, tout à fait. Fait qu'on pourrait techniquement dire, si jamais on a besoin d'utiliser cette technologie-là dans une situation d'alerte réelle, que c'est une Canadienne qui a sauvé le monde. Tout à fait. All right, parlez-moi de ça. Je veux revenir à les astéroïdes et l'inspection parce que je suis curieux par rapport à ça. Donc, l'astéroïde qui a créé le lac Manicouagan, c'était post-astéroïde de la péninsule de Yucatan? Alors, le Yucatan, les dinosaures, on pense que c'est 65 millions d'années. Le nord du Québec, c'était il y a 200 millions d'années. C'était plus gros? C'était plus gros. Oui, plus gros encore que... Oh, oui, c'est énorme. 100 km de diamètre, c'est le cratère. Le cratère. Ça ne veut pas dire que l'objet avait cette dimension-là. Il est difficile d'évaluer exactement la grosseur de l'objet parce qu'on ne le retrouve plus. Lui, il a frappé la Terre avec tellement d'énergie. Tout a fusionné. La roche qui était sous lui et lui, c'est devenu du magma. Et ça l'a laissé un cratère, mais la grosseur du cratère est énorme. Et on le voit, si on va sur Google Maps, par exemple, puis qu'on s'éloigne, puis on regarde l'Amérique du Nord, il est visible à partir de l'espace. Puis la profondeur de ce lac-là doit être impressionnante également? Il n'est pas très profond. Donc, il est arrivé en angle? Non, c'est qu'il a frappé très fort, il a comprimé la croûte terrestre, puis comme tout est devenu liquide, ça a remonté. Okay. Alors, on a un lac circulaire avec une île au centre qui prend une grosse partie de la superficie du lac. En fait, ça devient un anneau dans le cas du lac Manicouagan. OK. Et puis, corrigez-moi encore une fois si j'ai tort, c'était le cas également c'est-tu le lac Baïkal en Russie? Je ne peux pas vous dire. Celui-là, je ne le connais pas. OK. Ben je pense pas... En fait, je ne veux pas dire une connerie, mais je vais dire une connerie pareil, si c'est une connerie. Je pense que c'est le lac le plus profond au monde, puis ça a été créé par un astéroïde. Celui-là, malheureusement, je le connais. Okay. Je peux vous donner un autre exemple. Par exemple, en Arizona, le Meteor Crater, c'est un musée, on peut y aller. C'est un trou qui fait 1,2 km, qui est beaucoup plus petit, mais c'est un trou parfait. On voit vraiment, là, on pourrait mettre une roche de 1 km dans ce trou-là. Il y a un chemin pour y descendre, on peut aller visiter le fond de ce cratère-là. Lui est bien documenté, il y a des films, etc., parce que c'est un centre qui est proche de la population. Il y a beaucoup de gens qui vont le visiter. Je vais vous poser une question que je ne suis pas certain de vouloir vous poser, mais je vais vous la poser pareil. La fréquence à laquelle la Terre est percutée par des objets célestes, petits, grands... Tous les jours. Pour vrai? Sans exception. Ah, ça fait peur. Il n'y a pas une journée où la Terre n'est pas frappée par des particules assez petites. Mais on a un bouclier qui est l'atmosphère terrestre. Et plusieurs personnes connaissent la pluie d'étoiles filantes des Perséides au mois d'août. Oui. C'est un peu ça. C'est des petites particules qui arrivent dans l'atmosphère très grande vitesse. L'atmosphère s'échauffe à cause de la friction et le fait complètement brûler. Alors, jusqu'à plusieurs mètres de diamètre, un astéroïde va être complètement consumé avant d'arriver au sol. Donc, c'est pour ça qu'il y en a peu de ces gros cratères-là. La plupart des objets qui viennent frapper la Terre sont absorbés par l'atmosphère. Donc, rassurez-moi encore plus, il n'y a pas de chance que comme une météorite de la taille d'une balle de golf... ne se rendrait pas au sol. Non, mais je veux dire, plus gros, mais arriver à la croûte terrestre, soit de la taille d'une balle de golf. Il y en a, oui, il y en a, mais là, beaucoup moins souvent. Assez gros pour se rendre au sol, on parle de quelques-unes par année. OK. À la grandeur du globe. OK. Et pour faire des gros trous, des vrais trous, là, on parle de 10 ans, 100 ans, et des vrais gros, on parle de millions d'années. Oui, mais hold up, attendez. La couche d'ozone. Oui. Puisqu'elle était maganée, est-ce que ça diminuait notre défense contre ces objets célestes-là? Pas du tout. La couche d'ozone, elle est très mince à la périphérie de l'atmosphère. Il y a au-dessus de 100 km
d'air entre nous et l'espace. C'est là que ça se fait. L'ozone, c'est vraiment la dernière couche qui est très mince. C'est quoi le gaz qui fait dissiper c'est l'air, c'est de l'azote puis de l'oxygène. Donc, il n'y a pas d'azote dans l'espace? Oui. Mais il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. À l'extérieur de... Non, c'est ça. C'est ça. L'atmosphère est attirée par la gravitation terrestre. Ouais. Et si on s'éloigne trop, il n'y en a plus. Il y a peut-être des atomes qui se promènent ici et là, mais pas assez pour respirer. Donc, c'est quoi les gaz? Parce que la question que je me pose, c'est ils se dissipent lorsqu'ils arrivent à l'atmosphère terrestre. Oui. À l'extérieur de l'atmosphère terrestre, il n'y en a pas assez pour les influencer. Il n'y a pas assez d'azote et d'oxygène pour les... Donc, un objet qui voyage à 50 000 km/h pourrait voyager pendant des millions d'années, puis il ne s'échaufferait pas. Il n'y a pas assez de particules de gaz entre les étoiles, entre les planètes. Okay. Donc, il faut vraiment rentrer dans l'atmosphère d'une planète. Okay. Je vais vous donner un contre-exemple. Oui. Si on regarde la Lune, il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune. Mm-hmm. Tous les cratères sur la Lune ont été causés par des objets qui l'ont frappé. Puis quand on regarde au télescope la Lune, il y a des centaines et des centaines et des centaines de cratères. La Terre serait comme ça si on n'avait pas la protection de notre atmosphère. J'aimerais rentrer un petit peu dans ce que vous avez dit tantôt, plutôt regarder dans le passé, parce que ça me fascine au plus haut point. Oui. Ce qu'il faut comprendre, puis ma compréhension rudimentaire de la chose, c'est que ce que nous percevons, ce que l'œil humain perçoit, c'est de la lumière. Oui. Et la lumière, c'est la chose, ou l'onde, c'est la chose qui voyage le plus rapidement dans l'univers. De ce qu'on connaît, oui. C'est vrai, parce qu'il y a effectivement des choses qu'on connaît pas. Il y a certainement des choses qu'on connaît pas. Et donc, la lumière que nous voyons vient parfois tellement de loin, elle a voyagé pendant tellement longtemps, que lorsqu'on la perçoit, c'est qu'elle a été émise il y a des millions d'années. Des milliards. Des milliards d'années? Oui. Caline! Fait que c'est littéralement comme regarder dans le passé. Les images que nous voyons, c'est plus ça. Si on regarde des galaxies très lointaines qui ont une forme de spirale, il y a 12-13 milliards d'années, aujourd'hui, il est arrivé d'autres choses. Ils ont peut-être rencontré d'autres galaxies. Ils se sont mutuellement modifiés leur forme par la gravitation. Donc, cette image-là n'est peut-être plus réelle. Donc, c'est un cliché de ce qui s'est passé il y a tant de millions ou de milliards d'années dans le passé, et on l'aperçoit aujourd'hui. Parce que, comme vous disiez tantôt, la lumière voyage très vite. Hein? 300 000 km à chaque seconde. C'est comme 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde? Oh, plus que ça. La Terre, c'est 40... Oui, c'est ça. 7. 40 000 km faire le tour de la Terre. Donc, à chaque seconde, on ferait cette tour. Mais c'est rien parce que la galaxie la plus proche, Andromède, est à 2 500 000 années-lumière. Donc, ce qu'on voit, ça fait déjà 2 500 000 ans que cette lumière-là voyage vers nous. Puis c'est une des plus proches. Hubble, il y a 20 ans, a pris une photo qu'on appelle le Deep Field, le champ profond. On a pointé la caméra dans une partie du ciel où, à partir de la Terre, on voyait peu de choses. Très peu de galaxies, très peu d'étoiles. On a placé Hubble, on a ouvert la caméra pendant 4 jours. On a accumulé de la lumière. On a compté 33 000 galaxies dans une partie du ciel qui n'est pas plus grosse que mon ongle à bout de bras. Là. Donc, on regarde là, un petit bout de ciel, 33 000 galaxies. Là, James Webb, qui vient d'être lancé il y a un an et quelques, a refait la même chose. Lui, on a juste eu besoin de 12 heures et demie pour la même photo, puis on en a vu encore plus. James Webb a découvert des galaxies qui ont plus que 13 milliards d'années-lumière de distance de nous. Ce sont des galaxies... Fait que les chances qu'elles soient encore là sont zéro, quasiment zéro. En 13 milliards d'années, c'est... Non, les galaxies vont vivre, vont survivre. Les étoiles ne seront plus les mêmes. Okay. Une étoile a un cycle de vie. Une étoile naît, elle brûle. Une fois qu'elle arrive à la fin de sa vie, elle va soit exploser ou devenir un trou noir. Ça fait des naines blanches? Oui, exactement. La naine blanche, c'est quand une étoile va exploser et envoyer à peu près la moitié de sa masse dans l'espace. Puis ce qui reste va se comprimer. Ça va faire une étoile pas plus grosse que la Terre, mais avec la moitié de la masse du Soleil. Donc, c'est très, très, très dense. On appelle ça une naine blanche. Et ces gaz-là qui ont été expulsés vont éventuellement se retrouver ailleurs et reformer une nouvelle étoile. Donc, il y a des pouponnières d'étoiles dans le ciel. C'est le sujet du mois de février. Un endroit où il reste soit des gaz du Big Bang ou qui viennent d'une étoile qui a explosé. Ces gaz-là vont
reformer une masse critique au centre et attirer. Ça prend pas une certaine force gravitationnelle pour que ces poussières et ces gaz-là se réunissent à un point fixe. Il y a un point critique où une certaine quantité de molécules doivent s'agglomérer l'une autour de l'autre pour générer un début de gravité. Là, il attire d'autres molécules. Là, ça devient plus lourd. Plus ils deviennent lourds, plus ils attirent. Plus ils grossissent, plus ils attirent. Et éventuellement, il arrive à un point critique où la masse est suffisante, la compression est assez forte, il y a un déclenchement d'une réaction nucléaire. Ça devient une étoile. Quelle doit être la taille d'une étoile qui meurt pour créer un trou noir? Comparativement au Soleil. Oui, on estime à peu près 3 à 4 fois la grosseur du Soleil. Ah, c'est moins que je pensais. Oui, mais c'est des petits trous noirs. Le Soleil, lui, va devenir une nébuleuse planétaire qu'on appelle. Donc, il n'est pas assez lourd pour créer un trou noir. Alors, ce qui va arriver, c'est quand la réaction nucléaire va diminuer, la gravité va prendre contrôle, va écraser le Soleil de plus en plus. Puis, à un moment donné, ça devient trop lourd, trop fort, l'attraction gravitationnelle, il va exploser. Et il va envoyer, comme je vous disais, à peu près la moitié de sa matière dans le ciel. Et ce qui reste va devenir une naine blanche. Ça, c'est le futur de notre Soleil. Les étoiles, 3, 4 fois, jusqu'à une centaine de fois plus grosses que notre Soleil, vont devenir des trous noirs. Et beaucoup plus gros que ça devient des supernovas, qui est un peu la somme des deux, là. Donc une énorme explosion. Une supernova est habituellement visible le jour, tellement elle est brillante. Même si elle est à 2 millions d'années de nous, elle va être visible en plein jour. Donc ça, c'est une énorme explosion avec des quantités d'énergie qui sont presque impossibles à calculer. Puis il y a tellement de... La densité de cette quantité de matière-là est tellement importante que la force gravitationnelle qui en résulte est suffisante pour faire dévier la lumière? Ça, oui, c'est ce qu'on appelle un trou noir. Là. C'est pour ça qu'on l'appelle noir. Ouais. C'est que toute lumière qui essaierait de s'échapper de cette masse-là est gravitationnellement ramenée. Un trou noir va dévier la lumière de quelque chose qui est derrière lui. C'est comme ça qu'on a prouvé l'existence des trous noirs. C'est que la lumière qui arrivait derrière était déviée, puis on pouvait voir des objets qui étaient derrière cet objet-là. Là, on en découvre de plus en plus des trous noirs. On s'est aperçu qu'au cœur des grosses galaxies, il y a des trous noirs. Là, tantôt, je vous parlais de 3 à 10 masses solaires. Il y a des trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires. Et ça, la gravité de ces objets-là, ils vont attirer des étoiles comme rien. Là. Tu sais, c'est un lunch pour elles. Donc, au centre de notre Voie lactée, il y a un trou noir supermassif comme ça, qui fait probablement entre 500 millions et 1 milliard de masse solaire. Puis à quelle distance de ce trou noir-là il faut s'approcher avant d'être dans ma... Pardon. Avant de... je m'excuse. Avant de se faire prendre. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas le chiffre exact. Okay. Mais nous, on est correct. Oui. Okay, c'est bon. Oui. Nous, on est à peu près à 50 années-lumière du centre de la galaxie. Okay. Excusez, 50 000 années-lumière. Donc, on est assez loin. Je vais vous poser peut-être une dernière petite question et je suis conscient du fait que cette question-là est impossible à répondre. Je vais vous la poser tout de même encore une fois. En quelques minutes, expliquez-moi, s'il vous plaît, comment la théorie de la relativité démontre qu'il serait techniquement ou théoriquement capable de remonter dans le passé? Vous venez de tomber sur un sujet où je suis vraiment pas un expert. Ah, c'est pas grave. Je veux pas aller là parce que l'explication que je vous donnerais serait trop boiteuse. Comment est-ce que le temps passe plus... lentement, pour quelqu'un qui voyage à une vitesse proche de la vitesse J'ai jamais de la lumière. compris ça. Je me souviens m'être fait dire ça en physique au cégep, puis 10 pieds par-dessus la tête. Moi aussi, on me l'a expliqué à plusieurs reprises. Je le comprends à peu près, mais je ne suis pas assez bien pour bien l'expliquer. Alors, je m'excuse, je veux pas dire de balivernes. Il n'y a pas de problème. Vous avez mentionné, répétez-moi là, s'il vous plaît, le thème pour février, c'était? Ça va être les nébuleuses qui génèrent des nouvelles étoiles, les pouponnières d'étoiles. Okay. Et mars, ça va être les trous noirs. Les trous noirs. Et donc, pour faire part d'informations aux gens qui visitent, vous avez un télescope, mais vous m'avez également dit qu'il y a un planétarium. Donc, c'est vraiment un dôme avec projection 360 degrés.
Donc, on peut voir tout ce qui peut être filmé, peut être présenté dans notre dôme. Et on l'utilise pour expliquer le mouvement du ciel. Donc, même s'il ne fait pas beau à l'extérieur, il va avoir cette partie-là de la présentation. Dans le dôme, il n'y a jamais de nuages. Il fait toujours beau. Vous avez également mentionné qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Oui. Ça, c'est quelque chose. C'est une notion qui rend très, très humble, dans le sens où on réalise à quel point on est petit, infime, insignifiant. On ne sert absolument à rien à l'échelle universelle. Ces choses qu'on ne connaît pas, ces choses qu'on ne voit pas, j'imagine qu'on doit avoir un doute, on doit avoir certaines notions, puis la matière noire, ce type de choses-là, on a certaines notions rudimentaires de quoi ça pourrait consister. Notre connaissance augmente. Okay. Si on monte 400 ans dans le passé, on ne savait pas que les planètes avaient vraiment une dimension. Aujourd'hui, on est rendu beaucoup plus loin que ça. Alors, pour l'instant, vous avez raison, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais il y a certaines choses qu'on sait qu'on ne connaît pas, puis on est en train de travailler dessus. La matière noire en est une, c'est que il y a beaucoup de théories. Hein. Quand on observe l'univers, quand on regarde l'expansion de l'univers... C'est des trucs qui sont impossibles à prouver. C'est pas tout à fait, ça demeure des théories tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Le Big Bang, c'est une théorie. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais la matière noire, on peut le démontrer par le fait qu'on mesure l'expansion de l'univers, puis on se dit, s'il n'y avait pas cette matière noire-là, l'expansion serait soit plus grande ou plus petite. Donc, ça ne suit pas la règle pour la quantité de matière qu'on peut voir dans l'univers. Donc, il y a autre chose. On sait qu'il y a autre chose qui vient contrôler le rythme de l'expansion de l'univers. Donc, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas d'où elle vient, mais on sait qu'on voit l'effet qu'elle a sur l'univers en général, et on travaille pour essayer de le comprendre. Et peut-être que dans 10 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, on va la trouver. Mais on a tellement une connaissance, j'ose espérer, exhaustive de l'univers que je ne peux pas croire qu'il y a des choses que quelqu'un va découvrir qui va faire en sorte que c'est tellement innovateur, c'est tellement nouveau que ces découvertes-là, les gens qui les font seraient persécutés comme Galilée ou Copernic. Il n'y aura plus une découverte comme ça. Il n'y a plus jamais quelque chose qui va être découvert, qui va changer notre notion de la fabrique même de l'univers. Je ne peux pas croire. Je ne suis pas d'accord avec vous. OK. Il y a quelqu'un qui va arriver avec une théorie un jour qui va sembler tellement débile qu'on va le traiter d'incompétent. Et 10 ans ou 15 ans après, il y a quelqu'un qui va dire hey, « il avait raison, je l'ai mesuré ». Le problème, c'est qu'on a des théories, mais on ne peut pas mesurer ce qu'il faut pour démontrer ces théories-là. Parce qu'on n'a pas la technologie nécessaire pour faire ces mesures-là? C'est ça. Soit l'électronique, soit l'optique, soit les vaisseaux qui pourraient aller assez loin. Donc, à mesure que notre technologie va nous permettre de mieux mesurer, de mieux voir, on va probablement être capable de démontrer certaines de ces théories-là. Puis là, il y a des nouvelles théories qui ça va continuer. Alors, quand vous dites on est insignifiant, on ne sert à rien, oui. Aujourd'hui, on a une certaine limite. Dans 1000 ans, on va en avoir une autre. Et peut-être que dans X milliers d'années, si l'être humain ne se détruit pas lui-même, on va avoir la connaissance. On n'aura jamais la connaissance ultime, mais la connaissance va toujours s'améliorer. Ouais. Monsieur Préfontaine, tout ce dont on vient de discuter et encore plus les vendredis et les samedis à l'Observatoire du domaine Saint-Bernard, merci énormément d'avoir été des nôtres. C'était tellement intéressant. Ça m'a fait grand plaisir et j'invite tout le monde à venir nous voir. Excellent. Au revoir.